me rappelle à l'époque, il me propose 500 € en frais de déplacement. Ouais. Donc moi je rentre, je me dis mais putain, vous vous rendez compte, ils vont me payer pour jouer au basket quoi. Si tu veux faire des choses pour lesquelles t'es pas forcément à l'aise et tu veux prendre des plaisirs en faisant des fadeaways ou en t'écartant pour tirer, bah fais comme moi, l'été va jouer à la Citadelle quoi. Moi c'est ce que je fais. Tu te fais plaisir l'été et après l'année tu reviens dans ton rôle. Exactement, c'est mon tout premier match de pro à l'époque et je défends sur Adrien Mormand. À un moment, je cligne des yeux, il disparaît. Bon, aujourd'hui, on est avec Jacques Alling. Salut Jacques, merci de venir dans le podcast. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est ça. Donc, merci à toi d'être avec moi. Merci à toi, Nico. D'ailleurs, juste une petite rectification, c'est Jacques Allingué. Wow, il y a un accent. Mais attends, mais ça fait 10 ans que je t'appelle Jacques Alling. Je sais très bien. Mais... Et t'as attendu que je fasse un podcast pour me dire Jacques Alling. Exactement, aux yeux de tout le monde. De toute façon, même Jacques, je sais jamais comment je l'écris jamais 2 fois de la même façon. Ouais, mais de toutes les façons, maintenant, on m'appelle Alling, donc je réponds. T'en as marre. Et à la télé, t'appelles comment alors? Au début, ils m'appelaient Alling. Maintenant, avant chaque match... Tu vas leur dire? Non, ils viennent me demander. C'est Allingué ou Alling? Ok, et donc il y a l'accent? Il y a l'accent. Ok, j'ai jamais fait gaffe, tu vois. Donc déjà, tu vois, le podcast, ça me permet vraiment d'apprendre des choses. Donc avant qu'on dise Allingué ou Alling à la télé, t'es né en France, mais t'as grandi au Tchad. Explique-nous un peu, parce que t'as un parcours assez atypique et je pense c'est pour ça que je voulais t'avoir avec moi, très très intéressant. Mais explique-nous un peu toute cette partie de ton enfance. Exactement. Donc comme tu l'as dit, en fait, je suis né en Normandie, à Avranches. Donc moi, mon père, il était entraîneur de foot dans une petite équipe là-bas. Et après, il a décidé de repartir au Tchad. Donc moi, à l'âge de 4 ans, je suis reparti dans mon pays d'origine. Ok. Donc j'ai passé toute mon enfance là-bas. Et je suis revenu à Strasbourg à l'âge de 18 ans. Donc justement pour mes études supérieures, pour aller à la fac. Donc je me suis inscrit à la fac de Strasbourg en maths informatique. Donc moi là-bas je voulais faire des maths et puis voilà quoi, c'est comme ça que je suis arrivé à Strasbourg et que Strasbourg c'est devenu un peu mon chez moi. Tout chez toi. Ouais. C'est marrant de vouloir faire des maths pour finir dans un sport où les stats sont les plus présentes possibles, je pense. Et raconte-nous un peu à quoi ça ressemble une enfance au Tchad pour quelqu'un qui arrive. Bon, t'avais 4 ans, t'avais pas non plus 10 ans quand t'es retourné là-bas, mais entre 4 ans et 19 ans, qu'est-ce qui s'est un peu passé? En fait, moi j'ai passé une enfance assez banale, on va dire, pour une personne qui vient de France et qui vit au Tchad. Donc moi j'avais aussi des attaches, donc j'ai une grande famille, il faut savoir, okay. Famille africaine. J'ai l'impression que il y a déjà au moins t'as un cousin qui est rappeur, Youssoufa. Dès que tu croises un gars dans le championnat de France, c'est le cousin à Jacques, de Jacques. Non mais c'est ça, en fait, j'ai une très grande famille, j'ai cette chance-là. Donc quand je suis parti au Tchad, j'étais pas dépaysé et comme tu l'as dit, je suis arrivé à l'âge de 4 ans. Donc moi je suis allé dans une petite ville, je suis pas allé dans la capitale. Donc mon père il était directeur des ressources humaines dans une grande entreprise qui avait plus de 1000 salariés. Donc, okay. Donc voilà, on était très très bien. On était logés dans un complexe on était un peu isolés, un peu tout. Donc c'était pas mal dans le sens où là où j'étais dans l'un des meilleurs collèges, lycées du pays. Donc ça m'a permis d'être dans une bonne structure, j'ai une bonne éducation. Donc voilà, après j'ai eu de la chance aussi d'avoir des infrastructures où je pouvais faire du sport à côté. Donc comme je l'ai dit, j'habitais vraiment dans une sorte de complexe et j'avais en fait accès un peu à tout. Donc j'avais une piscine, j'avais un terrain de basket, j'avais un terrain de foot. Donc nous, naturellement, avec les enfants des parents qui travaillaient dans cette entreprise, en fait, on se réunissait un peu tous les jours et on essayait de passer le temps comme les enfants savent le faire. Donc, on jouait au basket, on jouait un peu au foot. Ton père, il n'a pas essayé de te pousser plus vers le foot? Il a essayé quand j'étais plus jeune, mais naturellement, en fait, vu qu'on avait un terrain de basket et que tout le monde là où j'habitais allait jouer au basket, notamment mes grandes sœurs, et moi, je les suivais un peu. On s'est orienté vers le basket. Ok. Ouais. Ok. Bah, est-ce que tu étais déjà grand déjà? J'étais plus grand que les autres. On va dire que j'étais grand, mais en fait, moi,
Ce qui est paradoxal, c'est que moi, je suis arrivé un été, j'ai passé un été dans ma famille, dans une autre ville, et je suis revenu, et d'un coup, je regardais tout le monde de haut. Ah ouais? Ouais, donc Tu t'en es rendu compte de ça, du je coup, me suis ouais. rendu compte, c'était vraiment fou. Et donc, même tout le monde me disait, ah, t'as grandi. Et même moi, je disais, non, mais c'est vous qui avez rétréci. et donc, oui, donc après, naturellement, voilà, donc j'ai eu certaines facilités, on va dire, dans le basket par rapport à mes qualités physiques. Donc, forcément, euh, je me suis mis là-dedans, on va dire, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, hein, Ouais. mais à fond. Mais c'était plus entre potes. On Ouais. essayait de challenger, de dire, ouais, c'est moi le plus fort. Et tout. Ouais. T'as l'impression que c'est un four, mais c'est après, quand tu connais d'autres niveaux, que tu te rends compte que c'était. Que tu te rends compte que c'était t'es tranquille, gâté, quoi, en fait. que tu étais gâté, quoi. On était là, on se disait, ouais, on peut jouer là, alors que... Et enfin, je sais pas si tu peux nous le raconter, j'espère en tout cas. Raconte-nous l'histoire où il y a un mec. On va pas dire le nom. On va pas dire le nom. Si on dit pas le nom, c'est bon? On va pas dire le nom. On dit pas le nom. On va pas dire le Mais nom. un joueur tchadien où t'as dit qu'au Tchad, il était plus vieux que toi. Et quand t'es arrivé en France et quand t'es passé pro et que le gars était 6 ans de plus jeune que toi. Exactement. Bon, en On fait, dit pas le nom, pas de on va problème. pas dire de nom. On n'est pas là pour abattre. Mais en fait, c'est un joueur tchadien qui a changé de nationalité. Ok. Donc ça embrouille un peu les pistes. Ouais. Et c'est vrai que quand j'étais au Tchad, en fait, c'était un des grands du quartier, on va Ok. dire, qui nous bisoutait. Ah ouais. Ouais, il nous bisoutait. Donc moi, par exemple, il me disait, va chercher les bouteilles d'eau, va chercher ça. Donc moi, j'y allais parce que c'était c'était le plus grand. Et là, un jour, je vais dans une salle. Mais je savais qu'il était en France, mais je ne savais pas sous truc. Et après, j'avais vu qu'il avait signé en espoir. Et puis, je le croise. Il est en espoir. Et toi, t'es déjà en pro moi, depuis j'étais déjà longtemps. en pro. Donc je le regarde, on se regarde, on rigole. On rigole. Et bêche. Donc non, mais c'était marrant. Mais... Et maintenant, quand tu le vois, tu l'appelles comment? Tu l'appelles monsieur ou... Non, Alors on s'appelle. Mais tu vois, on n'en parle pas vraiment. Ouais, non, mais mais t'as raison. on se sait. Quand on se regarde dans les yeux, on se sait. Et c'est vraiment une anecdote marrante. Et quand je le raconte, je dis, mais c'est pas un truc dont on m'a raconté. Moi, j'ai vécu ce truc. Donc, mais quand tu me l'as dit au début, j'étais, mais c'est pas possible. T'étais en train de mentir. Mais c'est marrant à quel point, tu vois, quelqu'un. Parce que, en plus, c'est un gars, je le trouve pas vieux, tu vois, au niveau de la tête. Ouais. Quand tu me l'as dit, c'est pas un gars où je veux dire, ah ben je savais, ça se voyait, tu vois. Mais... Je veux dire, pour moi, ça me choquait pas de le voir en espoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu le sais pas. Ouais, mais tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que quand il était au Tchad, c'était un gars qui avait des qualités athlétiques. En plus, là-bas, ils augmentent exprès la taille des anneaux parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent des dunks et si les anneaux ils se cassent, en gros. Ah, donc ils les mettent à genre à 4 mètres pour. Ouais, ils les mettent super haut pour que les gens ils dunkent pas pour casser les anneaux. Donc lui, c'était un des gars qui mettait des dunks dans des anneaux qui étaient à 3,15 ou 3,20, tu vois. Et après, très vite, quand il est arrivé ici, c'était un gars qui sautait plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Il a été catalogué un peu shooter à mi-distance, un peu truc. Mais à l'époque, c'était un des gars qui mettait des gros dunks. En plus, au Tchad, tu joues pas sur du parquet, tu joues sur du béton, quoi. Ouais. Donc ouais. Des dunks à 3,15, 3,20 sur du béton. Ouais, c'est béton, t'en mets un peu trop, ça va pas tenir longtemps. Derrière, donc comme tu l'as dit, tu arrives à Strasbourg donc pour les études. 18-19 ans du coup? À 18 ans, donc j'arrive pour les études, comme je l'ai dit, en maths informatique. Donc moi, l'idée, c'était de faire des maths. En fait, moi, je voulais faire, à la base, je voulais devenir actuaire. Donc, je voulais faire des statistiques appliquées à l'économie. Ok. Et donc, en fait, pour faire ça, en fait, tu as une première année où tu fais maths informatique. Donc, l'informatique, c'était pas trop mon dada. Ok. Et donc, en deuxième année, tu choisis, en fait, soit tu fais maths, soit tu fais informatique. Donc, moi, j'ai fait maths. Je suis allé jusqu'en troisième année. J'ai pas validé ma licence, mais je suis allé jusqu'en troisième année. Et puis voilà, quoi. Et à côté, tu joues sur les playgrounds à Strasbourg. C'est ça. La Citadelle. Exactement. Là où tu es un des plus grands joueurs de l'histoire. Encore cet été, on t'a beaucoup vu sur les réseaux aller jouer là-bas. Quand tu joues là-bas, c'est quand même un playground où il y a un bon niveau. Est-ce que... Parce que moi, quand j'étais en Alsace, on me parlait de toi, on me parlait de Jack. Mais en même temps, le nombre de gars dont on t'a parlé, sur un playground, j'ai vu un mec, il est super fort. Et en fait, quand tu le vois en vrai, et tu te dis, ouais, mais en fait, il est fort pour vous, mais sinon, il est bidon, tu vois. Mais moi, je t'ai vu super tard, en fait. Ça veut dire que je pense que la première fois que je t'ai vu jouer, c'était à Dijon. Tu vois le truc? Et quand tu vois là-bas que tu joues sur des playgrounds, tu domines, etc., ça reste que du playground. Mais est-ce que tu te dis,
je suis à fond sur les études, ou pourquoi pas, tu vois, dans le basket, essayer de faire un truc au fur et à mesure? Bah, en fait, je me suis même pas posé la question. Moi, en fait, quand je suis arrivé à Strasbourg, la première des choses que j'ai faites, c'est vraiment chercher un terrain sur lequel jouer. Parce que moi, j'avais l'habitude de jouer voilà, comme ça, avec des copains. Et Ouais. c'est aussi un bon moyen aussi de créer du lien avec des gens et Mm. de s'intégrer dans une ville. Donc, moi, j'arrive, on me parle de la Citadelle. Je vais à la Citadelle, je joue. Et comme tu l'as dit, il y a un assez beau niveau. Je rencontre des gens. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu peux jouer là, tu peux jouer là. Moi, je ne me pose pas plus de questions que ça. Tu vois, moi, j'ai dit OK, mais voilà, moi, je ne suis pas là pour jouer. Et en plus, à l'époque, moi, je ne connaissais même pas les niveaux, je ne connaissais même pas le basket à proprement parler. Moi, j'étais là, moi, je voulais juste passer du temps et, euh, et jouer au basket, quoi. Jouer au basket, me faire des copains. Et puis après, moi, je savais qu'il y avait les études et que voilà, moi, je ne me posais même pas de questions. Pour moi, c'était inconcevable de devenir professionnel ou ce genre de choses. Donc oui, la Citadelle, c'est vraiment le terrain qui m'a fait rencontrer du monde. C'est pour ça aussi notamment que maintenant je continue à y aller. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'était il y a 20 ans, quoi. Mm. Mais là, j'y vais, je retrouve des gens Les qui mêmes y allaient il y a personnes. 20 ans. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un big up à Cita Légende parce que c'est un pote avec qui je jouais à Ok. l'époque qui a créé en fait son association et qui poste des vidéos de la Citadelle parce que voilà, c'est un endroit où, oui, on joue au basket, mais aussi c'est un endroit où on se retrouve pour passer du temps ensemble, on rigole, on déconne, on se raconte des blagues, on se taquine un peu. Et t'as pas encore vu le nouveau Jacques Alingué là-bas? Après, il y en a, et après, il faut juste qu'ils aient des opportunités. Nadir, il vient de là-bas. Nadir, Franck, il y a beaucoup de gens de Strasbourg qui vont là-bas et qui s'entraînent là-bas parce que voilà, à l'époque, on n'avait pas des infrastructures comme le basket center. Mm. Donc, l'été, pour jouer au basket, c'était vraiment la Citadelle, il n'y avait que ça. Ouais. Mm. Ok. Et donc tu signes d'abord en N3 à Agno. Comment t'arrives dans un club parce que N3 c'est quand même un niveau correct. Ouais. Qui c'est qui te repère? Qui c'est qui te fait venir? Bah, en fait, c'est passé sous les radars, mais mon premier club, c'est pas Agno, Ok. mais c'est l'Électricité Strasbourg. Ah ouais, ok. Donc, en fait, je signe en cours de saison à l'Électricité Strasbourg. Donc, je suis non muté parce que j'avais pas eu de licence. Je suis 12e joueur. Je joue quasiment jamais. Mais ça me permet de m'entraîner avec eux. Donc, moi, je suis content. Quel niveau? C'était en N3 Ok. à l'époque, en National 3. Ensuite, après, vu que je jouais jamais, moi, j'étais là pour les études. Donc, je m'entraînais avec eux. Ils m'ont fait une licence. Je crois de souvenir que j'ai dû faire 2 matchs dans la saison. Et ensuite, après, l'été d'après, je retourne à la Citadelle, je joue et je rencontre un gars qui me dit ouais, je connais un coach qui recherche un intérieur, mais c'est à Guenot et tout. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis pourquoi pas. Donc, il me met en contact avec lui et donc je vais naturellement pour faire des essais et tout. Donc, après l'essai, il me dit ah, mais c'est bon, t'es pris et tout. C'est exactement le profil que je recherche et tout. Donc, moi, je suis content. Moi, je dis ok, il n'y a pas de souci, ok, donc let's go. Et puis voilà, c'est comme ça que je commence à Guenot et que je passe 2 belles années là-bas. Ok, donc Agno en N3. Et derrière, tu gravis les échelons, tu vas à Souffel. Souffel-Weiersheim. C'est ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à le dire, c'est facile. Donc en N2, N2, N1 Pro B. C'est ça. Donc tu connais deux montées à chaque fois. 2 montées. 2 montées. Ouais. Et j'ai l'impression que chaque fois, tu t'adaptes au niveau. Tu vois, et que tu passes les niveaux, alors qu'à chaque fois, on se demande si tu vas réussir, en fait, tu vois. Exactement. En fait, après mes 2 années au COH à Haguenau, voilà, je suis contacté par Stéphane Eberlin. Okay. Donc Stéphane Eberlin avec Eric Mittelhauser, il me contacte pour me dire, écoute, voilà, tu nous intéresses, voilà, on aimerait t'avoir dans notre équipe l'année prochaine. Et je savais que Souffel à l'époque, c'était une équipe ambitieuse de 1-2 qui voulait absolument monter en 1-1 et qui rate la montée en 1-1, je crois 3 années de suite. Donc c'était assez compliqué. Et il y avait Grise aussi qui m'ont contacté. Okay. Donc en discutant avec les gens, ils me disent non, mais à Souffel, tu vas pas jouer. En gros, voilà, va à Grise parce que Grise, c'est une équipe un peu moins ambitieuse que Souffel. Donc va à Grise. Mais je sais pas, mais je suis plus attiré par Souffel. Ouais. Et je me dis non, mais Souffel, je pense que voilà, j'ai eu un bon feeling avec le coach, avec le président à l'époque qui était Gilbert, mais qui déléguait à son fils Eric Mittelhauser. Et donc j'ai dit, moi je suis plus attiré par Souffel, quoi. Et donc j'ai un dernier entretien avec eux. Donc là ils me proposent un peu ce qu'ils vont me proposer. Donc
Je me rappelle à l'époque, il me propose 500 € en frais de déplacement. Ouais. Donc moi je rentre, je me dis mais putain, je parle avec ma compagne et puis avec mes potes. J'ai dit mais vous vous rendez compte, ils vont me payer pour jouer au basket quoi. Donc moi j'étais content, je disais 500 € et tout, alors que moi je veux juste jouer au basket. Et donc, tu marches dans la rue, tu te sens riche. Ouais, je me sens riche alors que en vrai c'est rien, tu vois. Après voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais tu te fais arnaquer mais pour moi je m'en foutais parce que moi le but c'était de jouer au basket quoi. Et j'avais cette opportunité de jouer, donc j'étais content. Ok. Maintenant, tu n'aurais pas eu ce problème vu que c'est le même club, Gris et Souffle. Donc, Exactement. Exactement. Tu n'aurais pas eu besoin de trancher. Après toutes ces années donc, en Alsace, donc on est d'accord, quand tu passes pro, tu dois mettre les études de côté. C'est ça. C'est quoi un peu le... tu penses à quoi? C'est vraiment... moi, quand j'ai passé mon bac, le coach l'avait dit à mes coachs pro à Chalon, il avait dit à mes parents, bon, bah, il met les études de côté 1 an et il regarde si ça le fait ou ça le fait pas. Tu vois, au pire, tu te lances à fond pendant 1 an, 2 ans max, tu as perdu 1 an, 2 ans sur les études, mais tu peux très bien revenir derrière, tu vois. Toi, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Bah, en fait, moi, à la base, en N2, ça allait parce qu'il y en avait qui travaillaient. Donc, le planning, tu vois, tu es semi-professionnel, tu n'es pas professionnel. Donc, j'ai continué à faire mes études. Mais à partir de National 1, là, ça commence à être sérieux. Donc, on s'entraîne tous les jours, on s'entraîne le matin. Donc je me dis oui, faudrait que je mette mes études entre parenthèses. Donc j'essaye d'expliquer ça à la daronne, tu vois. J'ai dit, je vais arrêter les études. Donc elle me dit, ah t'es fou, nanana, continue tes études et tout. Et donc j'ai dit, mais t'inquiète, je vais reprendre les études. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye de me concentrer un peu sur le basket parce que là, ça commence à être un peu sérieux. C'est de la Nationale 1. Donc voilà, les déplacements sont longs et en plus à l'époque il n'y avait qu'une seule poule, donc tu voyageais un peu dans toute la France. Je disais non mais t'inquiète, je vais reprendre les études. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et donc je me suis dit pourquoi pas se concentrer et être un bon joueur de 1-1 quoi. Et donc j'ai eu cette opportunité et donc je l'ai saisie à fond. Ok. Et donc après ces années à Souffle, tu signes à Dijon, qui était déjà à l'époque une très bonne équipe du championnat de France. Quand tu arrives à Dijon, enfin tu vois, moi, encore une fois, le mec, il est en Pro A. Je me souviens, je t'avais vu au tournoi de Limoges avec Dijon. Je pense que c'était un de tes premiers tournois. C'est ça. Et moi, j'étais en mode, ouais, ça va être chaud pour lui, c'est pas le même niveau, etc. Tu vois. Et je me rappelle très très bien de ce match. Je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater et j'ai été impressionné par la vitesse d'exécution parce que là, je me dis, ouais, c'est chaud. Parce que moi, je venais de Pro B. J'arrive, c'est mon tout premier match de Pro A à l'époque. Et je défends sur Adrien Mormand. À un moment, je cligne des yeux, il disparaît. Il disparaît. Je dis waouh, alors là, ça va être vraiment du sérieux, tu vois. Et ouais, c'était un de mes premiers matchs en première division. Et tu tombes en plus sur un coach, Jean-Louis Borg, qui est ultra dur. Ultra dur. Qu'est-ce que tu en as pensé direct en arrivant là? Des fois, tu as eu des moments où tu t'es dit, je crois que je vais retourner à Souffle en Pro B, c'est pas si mal. C'est exactement ça. Et même pour aller plus loin, je me suis dit à un moment, j'ai dit, je vais arrêter le basket parce que c'est trop dur. Non, en fait, je pense que c'est un coach qui m'a beaucoup servi dans ma carrière, dans le sens où rigueur à fond, pas le droit à l'erreur, surtout quand tu es jeune. Tu viens, tu dois tout prouver. Et à l'époque, en fait, il y avait quand même des tauliers dans l'équipe. Il y avait Zach Moss, André Harris, qui étaient quand même des joueurs référencés dans le championnat. Et donc, ils m'ont pris un peu sous leur aile, tu vois. Mais en fait, on avait un truc qui m'a vraiment aidé et que j'oublierai jamais, c'est que nous, en fait, le shooting du match, on devait répéter les systèmes à vide, mais tous les systèmes des adversaires. Et en fait, il fallait les apprendre par cœur. Et donc, tu vois, comme tu le sais, en fait, il y a une équipe qui le fait et après une autre. Mais Jean-Louis, tu n'avais pas le droit à l'erreur. En fait, il affichait la veille les systèmes dans les vestiaires. Il fallait les apprendre par cœur. Et ces anciens, ces enfoirés, ils nous mettaient, nous les jeunes, en premier. Donc, je peux te dire que c'était chaud. Donc, j'étais là toutes les semaines, il fallait que j'apprenne les systèmes. Et en fait, tu avais peur de faire des erreurs parce que c'était un coach qui laissait rien passer. Et en plus, ce Jean-Louis, il a une voix qui porte. Donc, quand il te gueule dessus, je peux te dire que tu as... Et donc, du coup, ça m'a beaucoup appris pour le reste de ma carrière. Donc, ça m'a appris à apprendre très vite les systèmes dans un environnement un peu de peur. Et
Et donc, T'étais là au tournoi d'Alfortville quand non, où il avait pété un câble. J'en ai entendu parler de Moi ce j'étais tournoi là, c'était contre nous. C'était contre nous. Il y a Antoine Mendy, je crois. C'est ça, exactement. Le coach, donc Jean-Luc Borg, il lui dit un truc et il se retourne et dit c'est bon mon frère, calme-toi mon frère. Et il crie mon frère. Mon frère, il m'a appelé mon frère, regardez tout le monde. Parce que j'en ai entendu toute l'année, parce que c'était l'année d'avant. Okay. Et moi, quand je suis arrivé, des fois, Jean-Luc Borg, des fois, il est un peu taquin. Donc, des fois, quand il parlait à Antoine Mendy, il lui disait, il l'appelait, il dit, hey, mon frère, viens ici. Ça veut dire que c'est passé après, mais sur le coup, ça passait pas. C'était incroyable. Ouais. Et donc, tu restes à Dijon. Donc, tu as d'abord eu Jean-Louis Borg, après Laurent Leniam, c'est ça, qui est dans la même veine, clairement. Coach extrêmement dur, dans les mêmes principes de jeu aussi. Déjà, je pense que c'est aussi des coachs, même au niveau tactique, qui te correspondaient bien aussi, quoi. Exactement. Donc, c'était des coachs qui demandaient beaucoup d'agressivité sur la balle. C'était des coachs assez défensifs. Donc, moi, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé en Betclic, mes premiers matchs, une petite claque un peu du niveau, parce que ça va plus vite, c'est plus adroit, c'est plus physique. Et donc, oui, c'est des coachs qui me correspondent. Et moi, j'arrive dans un club. Ma première année avec Jean-Louis Borg, c'est un club qui finit en fait, qui va en demi-finale des playoffs. Okay. Pourtant à l'époque, Dijon, c'était, on va dire, pas un gros club. Et donc en gros, et Jean-Louis, il est nommé coach de l'année en Betclic. Donc j'arrive, donc forcément il y a des grosses attentes derrière. En plus, on fait une Coupe d'Europe, on fait l'Eurocup. Donc oui, c'est pour moi, il faut s'adapter. J'ai cette facilité, comme tu l'as dit, parce que c'est des coachs qui correspondent un peu à mon profil de jeu. Donc avec Jean-Louis et Laurent, qui sont, on va dire, de la même école. Donc j'essaye de m'adapter du peu que je peux. Et bien sûr, ça m'a facilité d'être dans un coaching un peu similaire et qui correspond à mon style de jeu. Et donc là, tu restes jusqu'en 2018. Derrière, tu signes à Strasbourg. Enfin, tu signes à Strasbourg, mais donc raconte-nous un peu, parce que Strasbourg, au final, c'est chez toi. C'est ça. Le fait de revenir à la SIG, c'est quand même un beau symbole. Mais juste avant, tu te fais le tendon d'Achille. Raconte-nous un peu l'histoire de cette signature. C'est ça. Donc, j'avais cette possibilité de revenir à Strasbourg à la SIG. J'avais aussi Nanterre qui était très, très chaud. Donc, j'hésitais entre les deux, mais après, le choix du cœur. Ouais. Donc, Strasbourg. Surtout que Strasbourg, à l'époque, c'était quand même... C'est ça, exactement. C'est quand même encore un bon club, mais à l'époque, c'était au-dessus, quoi. Ouais, exactement. Il y avait le coach de l'équipe de France. Je me dis, bon, je peux apprendre aussi. Donc, moi, ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort. Donc, Dijon qui voulait absolument me garder. Donc, en discutant avec Strasbourg, je me rappelle très bien, le jour où j'accepte la proposition de Strasbourg, il était environ 16h. Je dis à mon oralement, quoi. Ouais, oralement, je dis à mon agent, c'est bon, on accepte. Strasbourg. Le soir, on joue contre Gravelines, rupture du tendon d'Achille. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand je me fais la rupture du tendon d'Achille, c'est contre Quentin Serron qui re-signe à Strasbourg l'année d'après aussi. Ouais. Parce que je saute pour essayer de le contrer. Donc, je me rappelle pendant l'année, je le taquinais. Je disais, c'est à cause de toi que je suis blessé, c'est à cause de toi que je suis sur le côté et tout. En plus, Quentin, c'est vraiment un premier gars... degré. Ouais. C'est un gars du premier degré. Ouais, donc il était là, non, j'ai rien fait, tu vois. Mais tout malheureux. Donc, je me blesse. Au début, quand je tombe, je me relève. Et donc, on me demande si ça va. Je dis, oui, ça va. Donc, je vais sur le banc, mais je dis, ouais, mais c'est bizarre parce que ma chaussure, elle est cassée. Ouais. Donc, moi, je pensais que c'était ma chaussure, le talon de ma chaussure qui ne tenait pas. Donc, je demande au kiné d'aller me chercher une paire de baskets dans les vestiaires. Et en fait, j'enlève ma paire de chaussures. Tu vois qu'elle n'est pas cassée. Je vois que j'ai toujours un truc bizarre. Je dis bizarre un peu, mais j'avais aucune douleur, rien du tout. Mais mon pied, il ne tenait pas. Donc, ils me disent... T'as rejoué ? Non, j'ai pas rejoué. Donc, je suis parti en fait dans les vestiaires et il y avait le médecin qui était là et ce jour-là, il y avait le chirurgien aussi. Donc, ils ont appelé le chirurgien. Donc, le chirurgien, il valide le diagnostic et puis on me dit rupture du tendon d'Achille. Donc, en fait, t'es parti en marchant ? Ouais, je suis parti en fait, je me suis quasiment en marchant parce que j'étais avec le kiné à côté. Mais j'arrive à poser le pied au sol, mais je boite un peu. Et donc, après, voilà, j'y vais et on me dit, ouais, rupture de tendon d'Achille. Et là, qu'est-ce qui te passe par la tête parce que là, le premier truc, bon, qui était dégoûté, mais tu dois clairement te dire, attends, mais la signature, quoi, tu vois, mon contrat. Parce qu'en fait, tu étais en plus dans tes meilleures années, tu avais la meilleure hype, tu vas signer ton plus gros contrat. C'est ça. Mais après, franchement, honnêtement, j'ai vraiment pas pensé à Strasbourg. Okay. J'ai pensé plus à la suite de ma carrière. Okay. Donc je me suis dit, je me suis demandé comment j'allais faire. Mais ça, c'est des trucs qui arrivent
voilà, c'est normal. Les premières questions, c'est voilà, tu bois un peu du noir, donc tu te demandes ouais, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi une rupture du tendon d'Achille, parce que tu en entends parler, mais tu sais jamais vraiment c'est quoi. Et donc, je me dis comment je vais faire. Et après, c'est ensuite, après ces questions, que tu commences à penser mais ah oui, mais Strasbourg, c'est vrai que j'ai donné mon accord à Strasbourg, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc, tu te poses un peu toutes ces questions. Et puis après, tu te dis au final que tu contrôles rien, quoi. Et du coup, au niveau du contrat, ils ont tiré avantage de ça ou, parce que tu es quand même allé au final? Ouais, je suis quand même allé. Donc, finalement, je signe. Ils se sont renseignés. Bon, ils ont essayé d'honorer leur parole. Ok. Donc, je me rappelle, voilà, j'ai eu Jérôme au téléphone. J'ai discuté avec Martial Bellon. Donc, finalement, oui, c'était pas vraiment le montant que j'avais signé. Donc, je signe quand même un peu moins, mais pour moi, c'est une opportunité. Je signe 1 an. Et donc, moi, ça m'aide aussi dans ma convalescence parce que, en fait, quand tu es sous contrat, c'est pas la même chose que quand tu es sous contrat, c'est pas la même chose que quand tu es en fin de contrat, quoi. Ouais, bien sûr. T'as pas pensé peut-être à rester à Dijon, du coup? Y avait Avec cette blessure, tu vois, de rester dans le même staff médical, un truc que tu connais déjà? J'avais une possibilité de rester. J'avais une possibilité parce que le coach, il voulait absolument me garder. Parce qu'il disait qu'il me connaissait, il savait que j'allais revenir. Mais après, voilà, ma décision, elle était prise à partir du moment où j'avais décidé de venir à Strasbourg et que Strasbourg aussi avait décidé de me garder en dépit de ma blessure. Je me suis dit, il faut que j'aille à Strasbourg. Et là, derrière, à Strasbourg, c'est l'année où on a joué ensemble. Enfin, jouer, c'est un grand mot, du coup. Exactement. Entre ta blessure, la mienne, c'est plus côtoyer qu'autre chose. Mais tu reviens, bon, on t'a vu bosser comme un fou. Et là, tu reviens et tu as fait au final un match. Et je crois que sur un entraînement de veille de match, je me souviens, c'était un vendredi matin. Un Exactement. truc comme ça. Est-ce que tu penses maintenant, avec le recul, que ça a été bien géré? Honnêtement, je pense que c'est dur de se poser la question, mais après, moi, c'est mon ressenti à moi. Moi, de mon ressenti, je pense que si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose? J'aurais fait la même chose parce que moi, je me sentais bien à ce parce moment. Que moi, je me souviens encore te voir rentrer sur un match de Coupe d'Europe et me dire, mais attends, il a quasiment fait 0 entraînement. Il rejoue direct. Ouais, mais et la semaine qu'on a eue après, c'était semaine, je crois qu'il y avait les fenêtres internationales. Exactement. Et on faisait du 3-3 tout terrain sans dribble. Et je me disais, putain, déjà, moi, je suis fatigué, mais Jacques, il revient d'un tendon d'Achille, etc. Donc après, voilà, c'est des raccourcis, tu vois. Oui, mais en fait, le truc, c'est que j'ai aussi poussé dans ce sens. Donc, je prends une grande partie de la responsabilité parce que quand tu as faim, tu veux venir, tu reviens de blessure, c'est ta première grosse blessure et que tu es un compétiteur, tu as envie d'aller sur le terrain, de montrer que tu peux jouer. En plus, voilà, ils m'ont fait confiance, donc je me suis dit, voilà, c'est à moi aussi de leur rendre l'appareil. Donc, et je me sentais bien, j'étais bien physiquement, donc je me suis dit, voilà, et puis l'équipe a donné envie de revenir. Donc, moi, je pense que, comme je te l'ai dit, si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose. J'avais quasiment pas de douleur sur mon tendon. Je me rappelle, je suis revenu à 5 mois. J'ai bossé comme un malade et après, 0 regret, quoi. Et quand tu te fais l'autre tendon d'Achille, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça doit être horrible, gros. En fait, honnêtement, bizarrement, ça m'a quasiment rien fait dans ma tête parce qu'en fait, vu que je suis revenu à 5 mois, je me suis dit, en fait, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je veux revenir parce que j'étais quand même assez bien revenu, je me sentais bien et tout. Je me suis dit, je veux revenir. La seule inquiétude, c'était le fait de me dire, est-ce que je vais retrouver un club ou pas? Donc, je ne savais pas trop. Mais sinon, après, moi, j'avais aucun doute sur le fait que après ma rupture après ma deuxième rupture du tendon d'Achille, que j'allais revenir. Et ce qui est bizarre, c'est que au moment où je me fais ça, je savais que c'était ça. Parce que là, je savais. La première fois, j'étais là, je me suis dit, c'est bizarre, ma chaussure, elle s'est cassée et tout. Mais la deuxième fois, je me suis dit, rupture du tendon d'Achille. Tu savais. Et tu as quand même un jeu où tu as besoin de ton corps, de l'énergie, de courir. Exactement. Est-ce que tu as commencé à réfléchir à tout ça en te disant, bon, bah, ça se trouve, je vais jamais redevenir le joueur, tu vois, que j'étais?
Ouais, il y a toujours un doute quand tu es blessé. Tu te poses toujours la question en mode oui, est-ce que je veux revenir au même niveau? Est-ce que j'aurai toujours les mêmes qualités? Et puis après, j'étais pas non plus vieux, mais j'étais pas non plus tout jeune. J'avais 30 ans. Donc, mais après, voilà, je savais qu'il fallait passer par le travail et que il n'y avait pas tant de questions que ça à se poser et qu'il fallait juste, il y avait juste un moyen de le savoir, c'était de foncer dans le tas et puis voilà, quoi. Et au final, tu trouves quand même un contrat au Mans. C'est ça. Franchement, t'as de la chance, quoi. J'ai de la chance dans le sens où ils me font confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient le coach. Ouais. C'était un coach, à l'époque, c'était Dounia Issa, Ok. qui avait eu exactement la même chose que moi. Et le même style de joueur. Exactement. Ouais. Donc, en fait, il se fait une blessure, il se fait une rupture du tendon d'Achille au pied, je sais pas, un des pieds, et après, il se fait l'autre. Ok. Donc, il connaît cette blessure. Et il sait que tu peux revenir. Et il sait que je peux revenir, donc il me fait confiance. Donc, moi, ça me motive aussi à bien travailler, et donc, en plus, je vois qu'ils me veulent vraiment. Et tu as repris la saison en pré-saison normalement avec eux ou J'ai repris la pré-saison normalement avec eux parce que, en fait, dans mon malheur, c'est que tout le monde se dit ouais, j'ai pas eu de chance. Je me suis fait 2 ruptures de tendon d'Achille, mais grâce à ces 2 ruptures, en fait, en 6 mois d'intervalle, je me suis fait, en fait, j'ai perdu qu'un an. Ok, ouais. J'ai perdu qu'un an. Donc, Ouais. dans mon malheur, en fait, là où j'ai de la chance, c'est que, voilà, je perds qu'un an. Ouais. J'aurais pu perdre 2 ans, mais je perds qu'un an. Donc, je reviens à la reprise. Ça fait pile poil 8 Et mois. maintenant, quand tu vois tous les gars en NBA qui se font un tendon d'Achille, tu vois, t'as pas l'impression que les gars ils disent qu'ils vont louper toute une saison. Tu vois, ils disent déjà que pour la saison prochaine, ils jouent pas de la saison. Alors que toi, tu me dis qu'au bout de 5 mois, t'es déjà de retour, quoi. Bah, oui, après, je pense qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Ouais, bien sûr. Je pense que eux, c'est différent parce que eux, ils se disent en gros, voilà, ils ont des contrats sur plusieurs années, des contrats pluriannuels. Donc, ils se disent en gros, autant perdre une année, on va dire, pour bien bosser, revenir au max de sa forme et de performer que de revenir en cours de saison. Parce que, voilà, nous, l'impact que ça, quand tu es un joueur et que tu es une équipe de 10, en NBA, voilà, ils peuvent très vite remplacer donc, les joueurs. Mais nous, en fait, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Donc, quand tu es un joueur, en fait, les clubs, ils poussent pour que tu reviennes tôt. Toi aussi, tu veux revenir tôt aussi pour prouver parce que on va pas se mentir, c'est que quand tu es blessé, tu as des contrats aussi d'1 an parce que les clubs, ils sont un peu frileux. Donc, tu as envie aussi de prouver que, voilà, que tu es toujours le joueur que tu étais. Et donc, forcément, c'est pas le même état d'esprit. Et au final, au Mans, tu fais quand même une bonne saison. Tu te remets bien. Tu termines fort en plus. Et tu signes à Dijon derrière. C'est ça. La boucle est bouclée, quoi. Est-ce que tu es un peu en mode tout ça pour ça? Comme si tu revenais un peu à la maison après, tu sais, l'alchimiste, le livre où il fait un voyage, au final il revient, il était heureux au départ où il était, tu vois. Ou alors tu te dis, waouh, j'ai quand même de la chance de revenir après tout ce qui m'est arrivé dans un club où je me sens bien, les gens me connaissent et c'est du haut niveau, quoi. Je dirais pas ça parce qu'en fait, j'ai passé une très belle année au Mans. Donc c'est un club que je respecte. J'étais super bien accueilli. Et moi, en fait, je partais du principe qu'il fallait que je fasse un an de plus au Mans. Ok. Donc, mais finalement, en fait, j'avais la famille qui était avec moi. Donc la famille, en fait, ils connaissaient personne au Mans. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça aussi, c'est une autre problématique dans la vie d'un sportif. Et je sais que, voilà, ma famille se sentait très bien à Dijon. Donc, au bout d'un certain âge, tu commences à penser plus à la famille aussi. Donc, j'allais dans un environnement que je connaissais, dans un club que je connaissais la ville, j'avais mes repères. Donc, à partir du moment où la famille était d'accord pour repartir sur Dijon, je me suis dit, voilà, on va saisir cette opportunité pour repartir sur Dijon, quoi. Et tout au long de ta carrière, tu t'es construit, tu vois, tu as une vraie identité de jeu qui a été aussi façonnée par les coachs avec qui tu as joué, tu vois, donc la dureté, la défense. T'as pas l'impression que les gens ils voient pas tout ce que tu fais, tu vois, j'en ai déjà parlé souvent du QI basket, tu vois, sur les short rolls, la façon de trouver les passes. T'es pas le gars le plus technique ballon en main, ok, mais tout ce qui est, je pense que tu es un des meilleurs sur short roll du championnat, où trouver les passes, ou finir, ça vient aussi de tes qualités intellectuelles, mais de ce que tes coachs t'ont appris à Dijon, cette façon de jouer. En défense, t'as jamais été défenseur de l'année, alors que je pense que tu aurais pu l'être, tu vois, au moins une fois, sur la façon de sortir sur les steps, toucher le ballon, quand sortir, pas sortir. Est-ce que des fois,
t'as pas trouvé que ton rôle était un peu, enfin pas ton rôle, mais ce qu'on pensait de toi, c'était un peu réducteur à simplement Aja qui joue dur. Si, en fait, bien sûr que si. Après, je sais que ce que tu viens de dire, quand tu discutes avec des gens qui connaissent le basket et que je discute avec des gens voilà, qui sont dans le milieu, ils savent ce que j'apporte sur un terrain. Donc, moi, ça me suffit. À partir du moment où les gens qui sont en première ligne, je ne dis pas ça pour, on va dire, mettre... Oui, les autres... voilà. Ouais. Mais en fait, ceux qui... Voilà, les coachs ou même les directeurs sportifs avec qui je discute, ils savent ce que j'apporte sur un terrain. Et des supporters qui étudient le basket, qui connaissent vraiment très très bien les baskets. Parce qu'après, on ne va pas se mentir, hein, quand tu es supporter, tu es plus... t'es pas objectif dans ta façon de regarder un match de basket. Donc ceux qui connaissent le basket, donc ils me disent un peu ce que j'apporte sur un terrain. Donc moi ça me va. Parce qu'en fait, je sais que moi je suis un compétiteur, j'aime être dans des équipes qui gagnent. Moi ça me dérange pas, par exemple, d'être dans une équipe qui gagne et de prendre 0 shoot. Dans le sens où, voilà, je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter dans une équipe, à savoir, comme tu l'as dit, la dureté, la lecture de jeu, donc voilà, je vais essayer j'aime être dans une équipe qui gagne. Et ça, c'est un truc qui me motive parce que j'ai déjà été dans des équipes qui perdent. Je peux te dire que c'est vraiment très très galère. Moi aussi. C'est très très galère. Et justement, moi je pense que c'est l'intelligence que tu as. Tu vois, notamment dans une période, tout au long de ta carrière, c'est là où on a commencé à avoir un peu des intérieurs qui commençaient à faire d'autres choses, tu vois, à shooter de plus en plus loin, à dribbler. T'as jamais, et comme tu dis, tu es un compétiteur. Donc tu n'as jamais eu cette envie, tu vois, de développer d'autres choses, de commencer à travailler, tu vois, de t'écarter. Alors, c'est à la fois, on en voit beaucoup, hein, tu vois, du coup, qui se perdent, qui veulent tellement faire d'autres choses que ce qu'ils font bien à la base, ils l'oublient et du coup, ils font tout moyennement. Toi, tu es vraiment tout le temps resté dans ce que tu fais de bien. Et, c'est voilà. exactement ça, en fait. Et j'en discutais justement avec un pote. En fait, dans le championnat, il y a beaucoup de joueurs. Ils sont des 14 sur 20, mais ils pensent qu'ils sont des 18 sur 20. Donc, ils vont faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise. Et moi, je me dis, non, écoutez, si tu veux faire des choses pour lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise et tu veux prendre des plaisirs en faisant des fadeaways ou en t'écartant pour tirer, fais comme moi, l'été, va jouer à la Citadelle, quoi. Moi, c'est ce que je fais. Tu te fais plaisir l'été et après l'année, tu reviens dans ton rôle. Exactement, et c'est pour ça que je joue beaucoup dehors l'été pour vraiment prendre du plaisir. Mais à partir du moment où tu es un joueur professionnel, c'est plus... j'ai l'impression que c'est, pour moi, hein, oui, on te dit oui, tu vis de ta passion. Ouais, mais en vrai, ouais. tu le sais. Ouais. T'es pas là pour prendre du plaisir. Tu es là parce que tu as des objectifs derrière. Il y a un modèle économique qui survit par rapport à une équipe. Donc, tu vois, tu as une pression énorme du club, du président, du coach, des supporters. Tu es à Limoges, tu es bien placé pour le savoir. Au bout d'un moment, c'est... Voilà. Bien sûr, il y a l'expérience client qui est à prendre en compte, mais... tu es là pour gagner. Parce qu'au final, tu es payé pour ça. Une équipe qui gagne, c'est une équipe qui performe et on te paye pour performer, quoi. C'est le haut niveau. Et je me suis rendu compte la dernière fois, que j'avais regardé tes stats un peu, que tu étais souvent aux alentours de 14 déval, 15 déval. Je sais pas si tu es monté plus haut, mais toi qui aimes les stats, qui est matheux, c'est quand même très bon éval. Mais par contre, les lancers francs, on en a déjà parlé. Mais là, tu rigoles, mais c'est un sujet sérieux. Ouais. Ça veut dire que tu étais à 14-15 déval, des fois en étant à 50 ou 40% au lancer, et t'en loupais 3 par match. Ça veut dire que si t'avais été meilleur au lancer, t'aurais limite été à 19-20 déval, tu vois. Ouais. Dis-nous un peu, parce que tu me disais, et j'avais entendu Shaquille O'Neal parler dans un podcast aussi, qui disait qu'à l'entraînement, il y avait zéro problème, il pouvait t'en marquer 10 de suite les yeux fermés. Par contre, en match, beaucoup plus délicat. Donc, et sachant que on peut pas, tu vois, c'est autre chose que simplement, oui, il a peur, sachant que Shaquille O'Neal et toi, les deux exemples que j'ai pris, on ne peut pas dire que c'est des gars qui ont peur de jouer au basket. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais... Donc, parle-nous un peu de cet aspect mental. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'entraînement, je mets tout. Donc, je suis là en mode, ouais, cette année, c'est mon année, je vais tout finir. Je vais monter à 90% en lancer franc. En match, à chaque fois, je le dis à mes coéquipiers ou je le dis à tout le monde, je dis, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas mon bras. Ouais. C'est genre, mon bras, il est tout mou. Et donc, je comprends pas, en fait. Et je dis, mais comme tu l'as dit, en fait, j'ai pas peur. J'ai dit, mais il m'arrivait de tirer avec la planche, de tirer à une main. J'ai tout fait. Et je peux te dire que là, aujourd'hui, je peux être le meilleur coach au lancer franc du monde. Parce que tout le monde vient me donner des conseils. Hein. Donc, j'ai essayé de prendre. On m'a dit, ouais, il faut chanter dans ta tête.
Comme ça, en fait, ton cerveau, il sera habitué Penser à autre chose. à penser à autre chose. J'ai chanté, j'ai fait des multiplications, j'ai tout fait. Ça veut pas. Ça veut pas. Donc après, au bout d'un moment, je dis voilà, il faut accepter ce que c'est. C'est pas mon truc. Ouais. C'est pas mon truc. Donc ce que je veux faire, c'est que voilà, c'est Mais dommage c'est parce ouf que de penser que tu vois, aurais quasiment pu être la meilleure rivale du championnat ouais. pendant quelques années, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, voilà, c'est comme ça. C'est que je pense que les joueurs, ils ont leurs points forts et leurs points faibles. Et moi, les lancers francs, c'est. Non, mais c'est intéressant d'entendre la partie, tu vois, mentale de. Et souvent, les gens, ils pensent au lancer et tu sais, ils ont souvent ce truc-là, ouais. Mais tu sais. Va en faire 3000 et Oui. ça va aller. Mais 3000 Mais je te jure que. à 1 contre 0 dans une salle ou 3000 ou mettre un lancer sous pression. Mais je te jure que Ça a j'ai rien des à gens voir. qui sont venus me dire mais tu t'entraînes pas au lancer franc? J'ai envie de leur dire mais vous savez le nombre de lancers francs que je prends à Et l'entraînement? tu sais que ces gens-là, j'adorerais des fois qu'ils fassent leur travail, tu vois, mais qu'on leur mette des gens autour d'eux et qu'ils Ouais. regardent comme ça. Ouais, tu vois non mais c'est Je suis sûr quasiment ils sont capables de se tromper de touche sur l'ordi. Hein. non mais Tu vois c'est clair. Mais tu sais que ce qui est paradoxal, c'est que par exemple l'année dernière, je regardais un peu mes stats au lancer franc et je me suis dit mais ce qui est bizarre, c'est que ma dernière année à Dijon, il y a plein de gens qui m'ont critiqué, me disent oui et tout lancer franc, je comprends pas, nanana, nanana. J'en ai tiré 20 sur la saison. Donc je me suis dit, mais en fait, 20 lancers francs, c'est quoi dans une saison en fait? Et c'est là aussi les équipes adverses, elles devraient faire faute tout le temps en fait. Ouais, Tu vois mais tu vois, c'est ça aussi le Ouais, truc. ouais. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est quoi 20? Genre, je crois que je sais pas combien, mais 20 sur une saison, c'est absolument rien. Mm. Tu vois, donc après, j'essaie de relativiser. Je me dis, en fait, ce que je veux apporter sur un terrain, ça compense un peu. Non, mais je veux ouais. dire, on parle de 14 déval Ouais. en loupant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses, mais c'est vrai que Ouais. sur cet aspect-là, je voulais faire un petit point là-dessus. À Dijon, donc tu es vraiment devenu, en plus d'avoir gardé un noyau dur de joueurs, donc bien sûr il y a David Holston qui est resté vraiment toutes les années, Axel Julien qui vient de revenir, mais avec Chassan aussi, etc. Et toi tu es vraiment aussi dans ce noyau de joueurs et tu es devenu vraiment une figure là-bas. C'est quoi ton attachement vraiment à ce club-là, au-delà, tu disais, de la famille qui aime la ville, etc. Bah en fait, mon attachement, il est dans le fait où on a vraiment créé une famille de joueurs où on s'entendait super bien sur le terrain ou en dehors. Parce que des fois, on s'entend bien sur le terrain, mais dehors, c'est pas vraiment ça. Et en fait, on a vu ce club grandir. Moi, quand je suis arrivé à Dijon, il y avait 3 personnes dans les bureaux. Aujourd'hui, on a une 20aine. Ok. Tu vois, donc le club, il a vraiment grandi. On a changé de président. Il a pris notre dimension. Donc, on le voit hein, même sur les réseaux sociaux, comment ça a évolué, comment nous, de l'Inter, on l'a vu, comment le club il a évolué. Donc, on a fait partie de cette histoire. Donc, franchement, ça c'est une de mes plus grosses fiertés d'avoir vu ce club évoluer. Et donc, moi, je pars du principe que voilà, ce club, c'est un club, voilà, c'est comme une famille. On a vu des gens qui sont venus, qui sont repartis. Il y en a qui sont restés un peu plus longtemps. Mais j'ai envie de dire, on a fait un peu partie de cette histoire du club. Et aujourd'hui, le club, il est ce qu'il est un peu grâce à nous, quoi. Ouais. Et quand ça se termine, du coup, à Dijon, t'as quoi, 37? Non, j'ai 35. 35? C'était il y a 1 an, 2 ans? C'était à 1 an. Ok. Donc t'as 35 35, 36, ouais. 35, donc t'es plus proche de la fin que du début, on est d'accord, mais tu peux encore jouer, Ouais. t'es encore productif. Et quand avec le club, vous trouvez pas un accord, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que j'ai toujours l'impression que les gars qui restent longtemps dans un club, alors ok, on te dit merci, on te fait un t-shirt, mais... Moi, je l'ai pas eu le t-shirt. Tu as pas eu le t-shirt, mais tu vois, mais j'ai l'impression que tu as un gars comme Benoît mangeant au Portel, c'est pareil. Ouais. Pourquoi En fait, on dirait que ça se finit jamais bien, tu vois ce que je veux dire? En fait, avec le recul maintenant, je me dis, les clubs, ils ont peur. Ils ont peur alors que de dire les choses. Moi pour citer mon exemple à Dijon, à la fin, j'ai eu mon entretien et tout. Donc, le directeur sportif, il me dit, en fait, on ne sait pas si on te garde. Ok. J'ai dit, bizarre un peu, comment vous pouvez pas savoir si vous me gardez? J'ai dit, soit vous me gardez pas, quoi. Ouais. J'ai dit, oui, non, mais avec la fin de la saison, on ne sait pas si on te garde. J'ai dit, ok. Et j'ai dit, vous allez savoir quand? Il me dit, on ne sait pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, écoutez, moi, si vous ne voulez pas me garder, vous me le dites tout de suite. Il me dit, non, on ne sait pas. Donc, je dis, ok. Il dit, ouais, on reviendra vers toi. J'ai dit, écoutez, c'est trop facile de dire on revient vers toi. J'ai dit, moi aussi, j'ai des propositions, j'ai des trucs. Donc, on va faire un truc très simple. Moi, je vous laisse 10 jours. Si au bout de 10 jours, j'ai pas de réponse,
j'estimerais que vous ne m'avez pas gardé. Hmm. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je comprends et tout. Voilà. Au bout de 10 jours, il m'appelle, il me dit, ouais, et tout, on ne sait toujours pas et tout, donc je pense que tu devrais regarder ailleurs et tout. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci et tout, voilà. Il dit, ouais, mais peut-être qu'on peut revenir vers toi et tout. Je dis, ok. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, moi, j'avais avancé parce qu'à partir du moment où moi, il me dit, on ne sait pas si on te garde, pour moi, c'est clair dans ma tête, hein, c'est qu'on ne te garde pas parce que je pars du principe que quand tu travailles, tu es directeur sportif ou tu es coach, ton recrutement, tu le fais en amont. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi pour redire, c'est pas nous qui l'avons fait partir? Tu vois, il y en a beaucoup, souvent tu les vois. Ouais. Ah non, c'est pas nous. Tu sais, on te propose une proposition de salaire moins 90%. C'est ça. Ah, mais c'est pas nous, on lui a fait une offre. Tu vois. Oui, et en fait, les c'est- supporters, ils savent pas combien était l'offre, ils savent pas les détails. Exactement. Et les clubs, ils sont là. Et comme les fans, généralement, sont fans d'un club et pas d'un joueur, tu vois, ils vont toujours défendre le. Et ils vont toujours dire oui, mais en même temps, il avait qu'à accepter. Ouais, mais attends, il jouait quasiment gratuitement. Oui, mais en fait, pour l'amour du maillot, il a qu'à jouer gratuitement. Ouais, mais moi, vois le truc j'ai pas eu de proposition. De toute façon, c'est clair, mais tu as raison dans le sens où beaucoup de gens ne savent pas comment ça fonctionne. Après, on va pas se mentir. Hein, moi, je sais comment. Moi, j'aurais préféré qu'on vienne, on me dise, écoute, Jacques, Non, voilà, merci. Mais non. merci pour ce que tu as fait. Là, on va s'orienter vers un nouveau projet, un projet plus jeune. Voilà, et on se serre la main. On est des professionnels, on sait comment ça se passe, on ne va pas jouer éternellement. Voilà. Moi, je préfère que les clubs ils prennent leurs responsabilités et te disent voilà, on décide d'aller sur un autre projet que de te dire on ne sait pas. Donc, ça, c'est. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi, c'est ce qui s'est passé aussi avec Benoît Mongin, avec Paul Lacombe aussi à Strasbourg. Donc, en fait, les clubs, ils ne savent pas dire oui, merci pour ce que tu as fait et ciao. Donc, Toi qui as fait des études à Grenoble École de Management, souvent tu parles on a des cours sur la décision, sur les prises de décision, sur la peur du conflit dans ce milieu. T'as pas l'impression qu'elle est incroyable? T'as l'impression que les gens ils préfèrent retarder à demain la prise de décision, parler en face, juste au moment où ça explose? C'est exactement ça en fait, parce que de toutes les façons cette décision elle est inévitable. Donc autant prendre les décisions le plus tôt possible et prendre position. En fait, t'as tout dit. En fait, les gens ne veulent pas prendre position. Tu es là, tu te dis, voilà, tu assumes ton équipe. Mon équipe, aujourd'hui, je vais aller vers tel type de joueur, tel type de projet. Donc, tu as juste à dire aux joueurs. Les joueurs, on est des êtres humains, bien sûr, mais on connaît la réalité du basket. On est dans ce milieu depuis longtemps. Surtout, en plus, ça arrive souvent à des joueurs qui ont un certain âge. Donc, on sait ce qu'on a apporté au club, on sait ce que le club nous a apporté, mais on sait que ça va pas vivre, on va pas vivre de ça éternellement. Donc, il faut que ces dirigeants ils prennent, on va dire, leurs responsabilités et qu'ils disent aujourd'hui, voilà, on va vers un autre projet et c'est la fin. Et là, donc maintenant, tu es à Blois, tu es en Pro B, c'est un championnat que tu as déjà connu, c'est différent de la Pro A, il n'y a rien à dire. Maintenant, toi, avec le recul, là, ça fait 15 ans quasiment 15 ans que tu joues en Pro. Est-ce que tu aurais pensé faire cette carrière quand tu te vois encore à la Citadelle Alors, absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Donc, déjà, j'étais pas prédestiné à être professionnel. Donc, le fait d'avoir tenu plus de 13-14 ans en étant professionnel, pour moi, ça relève du miracle. D'autant plus que j'ai eu des grosses blessures. Ouais. Donc, franchement, je suis quand même assez fier de mon parcours dans le sens où c'était pas prévu. Je me suis adapté. Comme tu l'as dit, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que je suis pas rentré dans les centres de formation et j'ai pas, tu vois, j'étais pas dans le moule. Ouais, exactement. Donc moi, je suis venu par une autre porte. Donc c'est aussi qui fait que je connais beaucoup de joueurs, j'ai joué contre beaucoup de gens. Ça m'a permis aussi de m'adapter. C'est aussi ce qui fait ma force. C'est vrai que tu connais tout le monde. Hein. À tous les niveaux. Dès qu'on va quelque part, un joueur qui a besoin de 15 billets, il connaît... Non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est parce que j'ai joué contre beaucoup de joueurs. Et aussi, l'été, je joue beaucoup. Donc, je fais beaucoup de tournois. Donc, ça me permet aussi de rencontrer du monde. Donc oui. Non, c'est clair que moi, le fait d'avoir perduré dans ce niveau, c'est une fierté pour moi, quoi. Et derrière, au final, tu as aussi repris tes études plus tard. Je l'avais promis à ma mère. C'est ce que j'allais dire. Tu as promis à ta mère, tu as tenu ta promesse. Oui. Tu es un des premiers joueurs où vraiment, quand j'ai joué avec toi, qui m'avait parlé du syndicat. Tu es aussi au SNB. Tu vois, tu es un des premiers joueurs que j'ai vraiment vu professionnel qui parlait des études, tu vois, de quelle école faisait ci pour les sportifs. Est-ce que ça t'a aidé aussi, le fait d'avoir des projets parallèles pendant ta carrière, pendant tes blessures peut-être? Je sais que tu avais fait un stage chez Adidas C'est ça. Pendant ta blessure à Strasbourg aussi. C'est exactement ça, en fait. Parce que quand tu es
je pense que c'est à peu près pareil dans tous les milieux sportifs. Quand tu es un sportif professionnel, on te parle que de ton sport. Tu vas en repas de famille. Ah, le basket, c'est comment? Avec les potes, ah, c'est comment le basket? Tu discutes, en fait, tu vis avec tes coéquipiers quasiment, donc vous parlez que de basket. Et le fait de sortir un peu de ce cadre, je pense que ça a mis un petit plus dans la carrière d'un sportif, dans le sens où, en fait, quand tu es à Grenoble, par exemple, tu es avec des hockeyeurs, tu es avec des rugbyman, des footeux, des handballeurs. Surtout dans une ville comme Grenoble, il y a beaucoup de gens en station. C'est ça, exactement. Et quand tu vas là-bas, limite, tu dis LeBron James, ils savent pas qui c'est. Enfin, j'abuse, hein, mais... Non, mais c'est exactement ça. Et donc, en fait, vous êtes obligé de trouver de parler d'autres choses que de sport. Parce que moi, un hockeyeur, il va me parler de hockey. Je connais rien au hockey. Ouais. Et moi, je vais lui parler du basket. Je connais rien au basket. Donc, on va parler de sport en général, mais on va aussi parler d'autres choses. Tu vois, on va parler de cours, de géopolitique, de trucs. Et je pense qu'en fait, tu sors un peu, tu vois, de ce monde où il y a beaucoup de pression. Et donc, quand tu reviens un peu aux entraînements, tu reviens un peu dans ton monde, bah, t'es plus léger. Ah, j'ai souvent dit que c'est un peu comme quand t'es petit, tu vas à l'école la journée. Et du coup, quand tu vas au basket le soir, tu te défoules un peu, tu vois. Mais c'est exactement ça. Plutôt que de penser basket toute la journée. Bah, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors là, c'est une très bonne question. En fait, j'ai eu l'opportunité cette année d'avoir une reconversion professionnelle dans le monde du basket. Donc en signant dans un autre club, finalement ça s'est pas fait. Okay. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de la finance. En fait, je suis passionné par les chiffres. Donc la finance, c'est un sujet qui m'appelle, qui me parle. Donc voilà. Et même là, j'ai envie de faire une formation complémentaire. Je crois que je vais la faire l'année prochaine en finance pour pouvoir affiner un peu mes connaissances en finance. Donc moi, c'est vraiment la finance qui me parle. Donc au final, la boucle est bouclée, tu es venu là pour faire des maths et des stats. Tu as réussi à faire du basket malgré tout, et là tu peux reprendre, tu as fait des études, tu peux reprendre en finance derrière. Exactement, donc la finance c'est vraiment un sujet qui me passionne, donc voilà, j'aime bien les films sur la finance, j'aime bien lire des livres sur la finance. Comme The Big Short et tout. Ah bah j'adore, The Big Short, il y a plein de séries sur la finance maintenant, c'est un sujet qui est un peu à l'ère du temps, tu vois. Donc c'est vraiment un truc vers lequel j'aspire vraiment à aller dans ce sens-là. Ok. Bon, Jacques, on a fait le tour, je crois. Merci pour ton temps. Et grand respect pour la carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient venir. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes déjà qui vont écouter ton parcours. Parce que souvent, les jeunes, ils ne savent pas trop vers quel type de joueur ils doivent se tourner. Toi, tu as vraiment un parcours. Déjà, tu as commencé tard. Et moi, ce que je te disais, c'est que je trouve que c'est une grande intelligence de trouver sa niche. Et c'est marrant le parallèle que tu fais en s'amusant l'été et en étant vraiment dans ton rôle l'année. Je pense que c'est vraiment le bon plan. Donc félicitations pour tout ça. Merci. Et si un jour les marchés boursiers se crachent, je saurai pourquoi. Ok, merci Nico. Allez, à bientôt. À plus.